Maintenant, tu vas sur ChatGPT, tu dis, bon, on est une famille avec 2 enfants, adolescents, il y en a un qui est sportif, il y en a un qui est culturel. On va aller à Hawaï 2 semaines, fais-moi un trajet en sachant tout ce qu'on veut, puis on cherche un hôtel tel. Ouais. Et ils vont te sortir carrément ton itinéraire. Puis ça, c'est en l'espace de 10 secondes que tu vas avoir cette information-là. On a beaucoup de besoins de laboratoires à Montréal, dans le Grand Montréal. Ouais. Et les scientifiques sont un peu laissés à eux-mêmes pour chercher. Mon groupe UIG, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aider les sociétés, justement, qui ont besoin d'avoir de l'extrapolation, de se faire connaître dans le domaine. Alors moi, c'est Carl Baillargeon. Je suis ambassadeur pour le groupe UIG qui se spécialise dans l'innovation, sciences de la vie, ophtalmologie et biotech. Vraiment contente de t'avoir, Carl, avec nous à Les Connecteurs. C'est vraiment un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on voulait se voir et là, on y arrive. Et puis, tu as été très suivi dans la communauté tech, dans la communauté de la recherche, de l'innovation. J'aimerais ça que tu commences par me parler un petit peu de comment tu t'es ramassé là-dedans. Toi qui portes plusieurs chapeaux et qui as beaucoup de talent et de cordes à ton arc. J'ai eu un parcours quand même intéressant dans différentes industries. J'ai débuté dans le tour and travel, le tourisme, tout ce qui touchait relations publiques pour des agences de l'extérieur pour vendre au Québec et au Canada. Ensuite, je me suis retrouvé à être conseiller municipal pendant 4 ans avec M. Bourque en 98 pour le mandat Une île, une ville. Et puis ensuite, j'ai fait un saut dans du marketing 100% avec tout ce qui était de l'édition, de la communication pour un réseau d'agences de voyage. À l'époque, où est-ce qu'il y avait des agences de voyage à chaque coin de rue. OK. Et quand on a commencé à voir que Air Canada et les autres compagnies aériennes vendaient directement en ligne, j'ai dit, ouf, là, on va subir un changement dans l'industrie. On a parti un site de vente en ligne qui est devenu un générateur de réservations pour toutes les grandes compagnies aériennes avec qui on travaillait. Ensuite, je suis allé dans une industrie qui est l'ophtalmique. Donc, c'est un réseau d'optométristes à travers le Canada. Il y avait 750 cliniques. Par hasard, tu t'es ramassé là-dedans ou tu avais j'avais un intérêt pour tout ce qui touchait un peu la mode et aussi la santé. Donc, tout ce qui touchait la santé des yeux. Et après, je suis rentré au Technoparc de Montréal. Ouais. Et ça, ça a été comme un mix de tout ce que j'avais appris avant. Donc, je partageais mon temps entre le Technoparc et Néomed pendant quelques années, jusqu'au jour où la Ville de Montréal a repris le contrôle du Technoparc pour le gérer eux-mêmes. Et là, je suis rentré plusieurs jours maintenant chez Admaré pour les aider justement dans tout ce qui était cette extrapolation ou cette faire connaître dans l'écosystème. La recherche vraiment, tu sais, à proprement parler, recherche en biotech et tout ça, faire rayonner tout ça. Comment tu t'es ramassé là? Parce que c'est quand même très pointu, là, on va se le dire, on se cachera pas. C'est très pointu, puis je pourrais dire que dans les circonstances, même actuelles, les scientifiques sont beaucoup plus calés que moi pour parler de plateformes biophysiques ou de tout ce qui touche la recherche biopharmaceutique. Ouais. Moi, c'était plus le volet de gestion de tout ce qui touche, comme je te disais, le merchandising, les communications, les relations, les événements. Quand on a eu la fusion avec la Ville, tout le volet immobilier qui était sous la responsabilité d'une personne à l'époque, je l'ai pris. Donc, j'ai fait aussi le volet immobilier. Puis là, ça m'a permis de découvrir que, on a beaucoup de besoins de laboratoires à Montréal, dans le Grand Montréal. Ouais. Et les scientifiques sont un peu laissés à eux-mêmes pour chercher, ils font affaire avec un courtier immobilier ou quoi que ce soit. Fait que, un peu le même concept qu'on a parlé de destination tantôt, mais là, c'est de faire une brochure pour l'hôtel 5 étoiles pour dire, voici tous les services que nous avons si vous venez prendre un local chez Admaré, que ce soit avec bureau, laboratoire biologique ou chimique, et toutes les activités autour. Donc, tu vas dans un tout compris, tu vas avoir les activités de plongée en apnée, tu vas avoir du tennis, tu vas avoir des piscines, tu vas avoir le bord de mer, le bateau, le kayak. Nous, on disait, si vous venez dans notre hôtel 5 étoiles, vous allez avoir des activités d'échange avec les autres sociétés, des formations, des salons. Donc ça, c'était de créer des activités, puis de s'assurer que les sociétés qui venaient en avaient plus que juste pour un seul loyer. Pas juste la chambre, finalement, d'hôtel, c'est qu'ils avaient tous les services autour. Restaurants sur place, des restaurants autour au Technoparc, l'ouverture du REM,
la nouvelle station qui allait relier l'aéroport en 2 minutes. Pars-moi pas là-dessus sur ce On sujet. partira pas sur le REM, mais au moins on l'a, il est en construction puis il va ouvrir, c'est sûr. Mais ça, on a travaillé beaucoup avec la CDPQ Infra pour justement où est-ce qu'on allait placer la gare, à quel endroit on avait du volume de gens qui pouvaient être plus aptes à se déplacer avec le REM. On crée vraiment beaucoup de plus pour créer vraiment, comme quand ils font la classification d'un hôtel pour dire c'est un 5 étoiles versus un 3, on voulait qu'on soit classé 5 étoiles. OK. Je vois l'étendue de... C'est beaucoup... C'est moi, intéressant. je m'en venais parler de biotech avec toi. Puis, là, on parle de tourisme, on parle d'aménagement, c'est super intéressant. Je me dis, tu dois être exposé à ça, aux défis quand même des startups dans la recherche, dans la biotechnologie. On a vu à Effervescence, il y a quand même beaucoup de nouvelles entreprises qui développent des choses vraiment intéressantes, en tout cas qui veulent qu'on leur donne les moyens parce qu'elles ont des idées, des projets à exécuter, puis à mettre en place, puis à peut-être exporter aussi. On aimerait ça être maître de ce qu'on développe chez nous aussi. Donc, je voyais qu'il y avait quand même un terreau assez fertile de start-up. Fait qu'on voit qu'il se passe beaucoup de choses au Québec, au Canada. Toi, là, tu vois ça quand même de près, j'imagine. Est-ce que tu peux peut-être nous parler des défis? Est-ce que c'est des défis justement liés à des coûts fixes? C'est quoi les défis pour les startups qui font de la recherche comme ça, là, ici? C'est une super bonne question parce que avec le mandat de Anne-Marie, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de petites sociétés qui rentraient, des CRO. De 5-10 employés, des fois moins. Okay. Donc, il y avait un accélérateur chez Anne-Marie qui leur permettait de les aider sur tout ce qui était la planification commerciale, le développement des ressources humaines, donc la formation et les espaces de laboratoire. Donc, ça a été la phase 2 chez Anne-Marie, a permis justement d'avoir des plus petits bureaux qui pouvaient se louer à des plus petites sociétés, puis des plus petits laboratoires qui pouvaient répondre à la demande de plus petits laboratoires. Puis on parlait tout à l'heure de tout ce qui était le laboratoire de purification, où est-ce que tu avais de la résonance magnétique nucléaire disponible pour ces petites sociétés-là, avec des instruments qui coûtent dans les centaines de milliers de dollars. Un accès à ça. Ben voilà, là, ils pouvaient faire de l'utilisation de ces instruments-là. Il faut que tu réserves ton temps. Et tu as ce service-là que tu ne pourrais pas te permettre si tu étais seul à ton compte. On s'entend que tu as une naissance, tu as une émergence de plusieurs organisations ou organismes qui sont soit gouvernementales ou subventionnées gouvernementales, qui vont aider ces sociétés-là à démarrer. Bon, on parlait d'Anne-Marie, mais on peut penser au Santec, par exemple, qui est un bon exemple aussi. Oui. Et ça permet justement d'avoir ce noyau-là de penseurs, de créatifs, parce qu'on s'entend qu'au Québec, on a des gens qui sont très, très créateurs et créatrices, mais qui sont prêts aussi à aller voir des besoins qui ne sont pas répondus encore par les grandes sociétés pharmaceutiques ou la recherche biotechnologique. Donc, ils sont capables de créer cette recherche-là ou d'inventer, on va l'appeler comme ça. Ils vont inventer une nouvelle source ou une nouvelle façon de faire et ensuite vont vouloir la commercialiser. Mon groupe UIG, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aider les sociétés, justement, qui ont besoin d'avoir de l'extrapolation, de se faire connaître dans le domaine, que ce soit par les plateformes de médias sociaux, que ce soit par des événements dans l'écosystème, que ce soit par la mise en relation. Donc, nous, on va aider énormément ces sociétés-là à se faire connaître. Donc, on va partir avec un groupe de scientifiques qui pensent à la science, qui pensent à la recherche, mais tout ce qui va toucher... c'est parce qu'on n'est pas toujours entrepreneur né, on n'est pas toujours marketer non plus. Fait qu'un chercheur, j'imagine, c'est de plus en plus de trouver de qui s'entourer pour faire tout ça. Puis je pense que c'est peut-être sous-estimer un peu la représentation, non? Dans le milieu, le rayonnement, la représentation. Puis on disait, il y a beaucoup de travail à faire aussi pour faire connaître la recherche en français. Ça aussi, c'est un autre enjeu, mais j'imagine que tu vois, toi, la différence de quelqu'un qui n'a pas du tout fait ce travail-là versus quelqu'un qui s'entoure des bonnes personnes. Puis on ne peut pas avoir toutes ces compétences nécessairement. Il faut aller les chercher. Exact. Puis c'est une question aussi de réaliser que notre société, ou en fait la compagnie qu'on a partie puis qui évolue, elle a un persona, elle a un branding, elle a une proposition, une unique selling proposition, proposition de vente unique. Donc, ils sont peut-être pas capables de s'asseoir et de dire, bon, OK, comment est-ce qu'on va faire cette stratégie?
Donc, de partir avec une stratégie qui va leur permettre justement de se définir, puis de ne pas juste communiquer de la communication scientifique, mais de la communication sur quelle valeur ils vont apporter, la valeur ajoutée qu'ils vont amener. Ben oui, pourquoi on fait ça, tu sais, puis il faut que ça interpelle à ce moment-là. Et de faire connaître les gens qui travaillent là aussi. Je veux dire, je te disais tantôt, on a des gens qui sont très, très, très éduqués, très diplômés dans toutes les sociétés qu'on a en SVTS au Québec, au Canada aussi. C'est du monde qui ont des diplômes, qui ont fait de la recherche, qui ont écrit, qui ont fait des posters. C'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances. Alors, de les faire connaître, leurs capacités ou leurs forces sont justement dans la recherche, puis nous, c'est de les aider pour se faire connaître. Donc, nos forces sont là. Ça permet de se concentrer sur ce qu'ils font vraiment. Ce qu'ils font de mieux, exact. C'est ça. Puis là, on parlait de l'importance, tu sais, d'avoir peut-être des hubs ou des espaces de collaboration. À quel point c'est important, tu sais, pour que ce soit les startups, mais je veux dire, la synergie là, tu sais, entre étudiants, chercheurs, entreprises. On sait que maintenant, il y a l'Axe-C qui ouvre là, en ce moment. Est-ce que ça s'inscrit dans un continuum de... On a-tu trouvé la formule, là, maintenant, tu penses? La formule est là depuis, je te dirais, c'est pas 30 ans environ, mais je pense que qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'aiguiser nos crayons puis de la rendre encore plus percutante. Donc, et de faire en sorte que ce qu'on apporte comme solution envers ces petites entreprises-là, où on va les appeler les PME, envers les PME qui veulent émerger sur le marché, on a une force derrière pour les soutenir et aussi d'avoir tous ces échanges-là avec d'autres sociétés. Donc, dans un centre, tu parles de l'Axe-C, où est-ce que tu vas avoir plusieurs sociétés qui vont se spécialiser dans différents domaines. Mais si on regarde le domaine qui nous intéresse, là, c'est la biotech ou le pharmaceutique, eh bien, ça se trouve qu'il va peut-être y avoir aussi la possibilité d'utiliser des services de d'autres organismes qui sont à l'extérieur, comme je pense au CQDM, dans lequel j'ai évolué pendant 1 an, où est-ce que j'ai vu qu'il y avait vraiment un triangle intéressant entre les chercheurs, les entreprises pharmaceutiques, le gouvernement, puis de s'arrimer ensemble pour aider justement à amener la recherche encore plus loin. Donc, un travail qui est super bien fait par le CQDM, qui a parti plusieurs initiatives et puis qu'il y a eu du support énormément au niveau du gouvernement, du ministère de l'MEIE. Donc, c'est une équipe qui est chevronnée, c'est beaucoup de gens qui sont aussi des PhD dans l'équipe chez CQDM. Je ne fais pas une pub pour CQDM, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont quand même une très belle ressource. On les a reçus pour une émission, puis c'était vraiment de parler, justement, on revenait avec l'idée qu'il va falloir faire plus de recherche intersectorielle. Puis c'était ça qui revenait beaucoup là, avec le CQDM. Il nous disait que c'était une des missions aussi qui se donnait. Là, exact. Et puis, tu as le support gouvernemental qui est important. Mais dans la mesure où une société, puis ça, j'en parlais justement à un collègue dans l'Ontario, puis je lui disais, ben ils ont le même problème à Mars. Ils ont, tu sais, Mars qui est à Toronto, ben c'est pas un problème, ils ont le même défi. Et c'est de voir comment est-ce que tu peux avoir une société qui va faire que de la recherche, qui va vivre de subventions, qui va vivre de financement ou de subventions. Il faut qu'elle trouve aussi une façon de chercher une division ou un produit chez eux qu'ils vont pouvoir commercialiser. Donc, une CRO, c'est sûr qu'elle vend ses services de recherche auprès des pharmaceutiques. Mais si on parle dans d'autres divisions ou dans d'autres secteurs, s'ils n'ont pas un produit qu'ils peuvent commercialiser ou un service qu'ils peuvent monétiser, c'est difficile de continuer à subsister avec du financement qui, on s'entend, tu le vois avec les élections à chaque 4 années, il y a des changements de gouvernement, il peut y avoir des orientations qui sont différentes, il y a un risque. Ce que les gouvernements libéraux et conservateurs voient pareil. Il y a rien qu'aux États-Unis, il y a énormément d'instabilité en ce moment. Meilleur exemple. Je veux dire, ça, nous, ici au Canada, on voit ça comme une opportunité parce qu'on dit les chercheurs qui ont pu c'est ça que je me disais, c'est en train de jouer en notre faveur, tout ça, là, quelque part. On essaie de les attirer. Il y a plusieurs efforts que j'ai vus dans l'industrie qui se faisaient pour aller les chercher ou dans les universités, McGill, l'Université de Montréal, Laval, Sherbrooke. Alors, on est en train de créer, si tu veux, une façon de procéder ici au Canada, au Québec, où est-ce qu'on peut avoir des alliés autour pour se permettre de pouvoir évoluer et d'aller plus loin. Les médias spécialisés, souvent, ont du mal à trouver leur place. Les médias indépendants aussi. On entend parler de la crise des médias beaucoup en ce moment. On le sait qu'au Canada,
bon, on est bloqué sur Meta, on est bloqué sur des plateformes où les gens ont l'habitude de passer leur journée à scroller, puis à voir l'information qu'ils ne vont pas nécessairement chercher. Bon, c'est une réflexion de société de voir comment on fait. Peut-être qu'on aurait dû développer nos propres canaux de diffusion ici. Mais pour l'instant, c'est comme ça que ça marche. Les gens continuent d'aller sur les réseaux sociaux s'informer là. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire peut-être pour soutenir un peu plus les médias puis valoriser un peu le travail qu'on fait pour faire connaître en fait le fruit de la recherche là, dans tout ça? Parce que je pense que c'est sûr que je pose la question, elle est chargée. Je prêche pour ma paroisse, mais je sens pas que... C'était même pas un sujet électoral. Là. On a eu des élections, il n'y avait même pas ce sujet-là, la crise des médias. On a parlé essentiellement de Radio-Canada, de Pelado. C'est pas mal les gros groupes. Les gros joueurs. Les gros joueurs. Mais je vois énormément de médias en train de fermer, des médias qui avaient un objectif, puis peut-être une audience un peu plus ciblée, un peu plus nichée, mais qui avaient leur utilité parce qu'ils traitaient vraiment de sujets plus pointus, puis ils y arrivent plus, en fait. C'est quoi la formule dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les gens ont besoin des médias ou finalement... c'est une question grosse question, ouais, prends-la du bord que tu veux. Ben, c'est que tu as tellement eu un éclatement au niveau des médias avec l'avènement des médias sociaux. Ouais. Tu sais, avant, tu voulais tes nouvelles, tu ouvrais la télé, tu regardais ton journal, tu écoutais la radio. C'était aussi simple que ça. Tu avais trois sources d'information. Puis tu avais, bon, la cruche d'eau au bureau. Est-ce que, tu sais, as-tu entendu parler de ça? Puis bon, ça, c'est autre chose. Mais là, ce qu'on a fait, c'est que la cruche d'eau, on l'a pris, puis on a permis aux gens de parler, puis d'aller se mettre sur les médias sociaux pour eux donner leur avis. Ouais. Donc là, hop, à un moment donné, les gens ont commencé à se lancer un peu plus sur les médias sociaux pour soit apprendre, soit partager, écouter, ou se mettre en valeur. Donc ça, de plus en plus. Donc, tu as vraiment eu un éclatement des médias. Et c'est intéressant ce que tu amènes comme question parce qu'il y a dans tout éclatement, tu dois refaire un resserrement à un moment donné pour vraiment reconcentrer puis de s'assurer que ça va se diriger dans la bonne direction. Oui. Il faut prendre un peu de recul puis se réinventer aussi. Oui. Puis est-ce qu'on a la possibilité de le faire? Oui. Puis surtout au Québec, parce que la langue, première des choses, la langue française, c'est sûr qu'on est la seule province dans un océan anglophone, donc c'est sûr qu'on peut se spécialiser déjà en partant sur la langue. Maintenant, il faut se spécialiser sur le contenu. Donc, tu sais, on parlait des médias traditionnels, ben tu voulais des nouvelles plus politiques, tu lisais Le Devoir. Tu voulais des nouvelles plus sport et courantes, ben tu lis le Journal de Montréal. Puis tu vas avoir des nouvelles qui vont peut-être toucher les deux, mais qui vont avoir aussi des éditoriaux qui sont assez puissants, tu vas prendre la presse. Tu sais, si on peut faire une distinction. Puis si tu es anglophone, ben, tu vas lire le National Post ou la Gazette. Ouais. Bon, The Gazette. Fait que, donc là, tu te trouves confronté maintenant à plusieurs sources d'informations que tu vas aller chercher sur des plateformes. Et c'est peut-être pour notre industrie. Anne-Marie avait sorti, je ne sais pas si tu l'as vu, la communauté en ligne, la communauté Anne-Marie. J'ai travaillé beaucoup pour cette plateforme-là avec les gens chez Anne-Marie pour la faire connaître et puis d'avoir beaucoup d'abonnés qui viennent pour échanger, puis poster les informations, des emplois, des nouvelles de l'industrie. C'est pas fermé à une catégorie ou à un groupe très précis de professionnels? Tu as juste à t'inscrire. C'est du moment que tu veux collaborer. Ça, c'est du networking. L'information aussi, tu sais, pour aller chercher l'information sur différents secteurs. Des offres d'emploi, tu vas le faire aussi. Donc, c'est des nouvelles façons d'aller chercher l'information puis de la diffuser. Puis, quelque part, faut pas s'exclure de ça. Tu sais, j'ai l'impression que... Puis, on parlait des créateurs de contenu. Bien, maintenant, les journalistes, on est tentés de faire pareil parce que, tu sais, c'est quoi qui nous arrête? Finalement, si c'est là le médium qui intéresse, c'est ce type de médium-là. On va peut-être aller sur TikTok, diffuser l'information en quelques minutes, puis de façon sommaire, puisque les gens n'ont plus envie d'aller lire des articles, ils n'ont plus envie d'aller ouvrir un journal. Tu sais, est-ce que c'est ça peut-être la nouvelle façon de se réinventer, puis il faudrait peut-être y penser? Qu'est-ce que tu penses dans tout ça? Est-ce que... T'as un point intéressant puis important que tu amènes, parce que tu as ce que j'appelle le fast-food de l'information. Ouais. Donc, on est passé là-dedans dans la restauration, on est passé là-dedans dans le domaine du voyage. Tu sais, on a démocratisé complètement. Ça a éclaté, mais là, à un moment donné, ben, les gens sont capables d'aller chercher qu'est-ce qu'ils veulent parce qu'il y a un choix qui est multiple. Donc, est-ce qu'on va aller chercher beaucoup d'informations? Non. Est-ce qu'on va avoir de l'information rapide?
Oui. Est-ce qu'on peut, on en parlait de toute façon tantôt avec ce qu'on fait là présentement, un podcast, puis le podcast Innovation que je te disais. Peut-être rappeler aux gens, tu viens de lancer ce podcast. On vient de commencer, oui. Qui s'appelle Podcast Innovation. Podcast Innovation, c'est bien trouvé. Puis ça, on veut exclusivement prendre des gens du Québec pour qu'ils puissent mettre de l'avant leur innovation, leur création. Et on s'est dit, on va faire 7 questions en 7 minutes. Donc, on veut que ça soit vraiment très rapide. On veut que l'information soit véhiculée. On fournit les questions à l'avance aux participants, comme ça, ils peuvent se préparer. C'est pas un pitch de vente qu'ils font, parce qu'ils parlent aussi de leur historique, puis de leurs employés, puis de l'implication des employés. Donc, il y a tout le côté de ce que c'est une organisation ou une entreprise. Ouais. Puis on leur laisse la chance à la fin de faire un petit speech d'ascenseur, elevator speech, comme on dit, pour qu'ils puissent dire en une phrase, mais qu'est-ce que leur société amène comme valeur. Okay. Est-ce que c'est une solution à la question que tu as posée de dire on n'a pas le temps? Oui, parce qu'on n'a pas le temps. Tu sais, un podcast, on peut le regarder maximum, je te dirais 25 minutes, une demi-heure, puis si on l'écoute dans l'auto, ça dépend du trafic, fait qu'on peut le mettre sur une plateforme comme Spotify, les gens vont pouvoir l'écouter dans leur voiture. Donc, de plus en plus des gens à qui je parle vont chercher leur information justement sur des podcasts. Ils se rendent compte qu'ils vont aller apprendre un peu plus, puis qu'ils vont avoir un échange qui va se faire, puis ils vont aussi faire une opinion sur qu'est-ce qu'ils entendent, pour dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Est-ce qu'ils en tirent une leçon à la fin? Bien, on ne veut pas qu'ils en tirent une leçon, mais est-ce qu'ils ont été enrichis d'informations? Ouais. Oui. Donc, c'est une autre source d'information, un autre canal de distribution de communication qu'on va créer, qu'on a créé avec les podcasts, en complément de ce qu'on va aller chercher dans les autres sources. Faut diversifier, je pense, ces sources d'informations. Déjà, c'est une bonne façon de s'assurer d'avoir... Tu fais une moyenne, tu sais, quand il y a des biais ou qu'il y a de l'éditorial, ben tu fais une moyenne de tout ça, puis tu arrives à te faire ta propre opinion. Parce que c'est vrai que des fois... certains diffuseurs, on a l'impression que la pensée unique, tu sais, puis je pense qu'on est humain, les journalistes, donc des fois, on met un peu de soi, puis il faudrait pas, mais la neutralité absolue n'existe pas. Fait que moi, je dis souvent, je pense que la solution, c'est plus de faire une moyenne de toutes les sources d'informations puis d'aller en chercher que de dire allez juste sur Radio-Canada ou allez juste à LCN prendre vos infos ou pire, allez juste sur Fox News prendre vos infos. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, faites une moyenne puis intéressez-vous à tout ça. Puis je pense que, comme tu dis, il y a d'autres manières aussi d'aller chercher l'information. Il y a des communautés en ligne. Mais c'est ça, je pense qu'il faut faire ce travail-là. Puis il ne faut pas être fermé. Puis nous, peut-être, comme professionnels de la com, on a aussi une responsabilité par rapport à ça. Puis il faut s'y intéresser à ces nouveaux médiums-là. Puis il ne faut pas les snobber, je pense. Non, c'est vrai. Ouais. Puis ça demeure, tu sais, tout ce qui est communication de masse. Là, on parlait des journaux traditionnels, les plateformes et les journaux traditionnels vont avoir aussi, de la nouvelle, mais vont aussi avoir des éditos. Donc, c'est sûr que, encore une fois, on parlait d'un éclatement des communications, mais tu vas avoir... dans les nouveaux médias qu'on a ou les nouvelles sources d'information ou de communication, on va avoir aussi un petit côté éditorial, tu sais, parce qu'on va s'intéresser, si, mettons, les connecteurs, vous vous intéressez à spécifiquement les gens qui sont en sciences de la vie ou en biopharma ou quoi que ce soit, c'est votre secteur. C'est une société qui est dans l'alimentaire, dans la distribution alimentaire, c'est pas votre plateforme qui va être la source d'information, ça va être une autre plateforme. Donc, on se spécialise et on va au bout. On parlait tantôt de déguiser le crayon, mais on le déguise encore mieux, notre crayon. Je trouve que l'information qu'on va chercher est plus pointue et plus précise. Donc, si c'est ce que tu recherches, comme si tu fais partie de l'audience, c'est ça que tu recherches, ben tu vas aller chercher, comme tu dis, sporadique à gauche, à droite, mais tu vas te former une opinion générale avec tout ce que tu as été chercher, tellement que c'est spécialisé maintenant, que c'est de l'information qui est quasiment pour Chloé, pour toi, pour Carl. C'est comme, on dit, c'est vraiment, c'est à moi que ça parle. Donc, on est rendu là, je pense. Puis tout, là, tu regardes le domaine culturel, le domaine alimentaire, si tu cherches un restaurant fusion indien, français et italien, il y en a un. Tu vas le trouver. Mais tape sur Google puis tu vas le trouver. La capacité de concentration est tellement réduite que... si je veux une information précise, je sais qu'ils vont en parler dans une émission de 30 minutes sur YouTube, ben, je vais prendre le lien, je vais le mettre dans l'IA, puis je vais demander à quel moment on en parle, parce que j'ai pas envie de... Puis c'est plate, mais puis il y en a qui vont avoir envie de tout voir, puis c'est cool, mais sinon, ben c'est ça, c'est comme ça qu'on a l'information, puis on n'a plus envie de se concentrer, puis...
Fait qu'il faut dynamiser, il faut trouver comment on se renouvelle. Puis c'est pas tant l'IA que je trouve qui est une menace en ce moment. Je pense que c'est parce que j'entends beaucoup ça, tu sais, qu'on va être remplacé, les journalistes. Bon, je pense que tout le monde va faire face à un moment donné à ce questionnement-là. Mais puis il faut être à jour, il faut se réinventer, il faut savoir utiliser ces outils-là parce que si on ne sait pas les utiliser mais que le voisin oui, bien là on perd notre job encore plus rapidement, je crois. Ouais. Mais je crois qu'il y a toujours eu un monopole dans l'information. Puis là, c'est l'occasion de voir tout ça éclater puis se décentraliser, puis de voir peut-être des gens, des mouvements émergents nous en apprendre un peu plus sur comment aller à la rencontre de certains groupes qui ne suivent plus les nouvelles traditionnelles. Puis c'est pas de dire qu'on va remplacer tout ça puis qu'il faut tout jeter, le bébé avec l'eau du bain, mais peut-être de voir comment on fait pour travailler ensemble puis avoir un écosystème un peu plus sain, un peu plus hétérogène que juste 2-3 sources d'informations puis diffuseurs qui sont à la fois producteurs, à la fois distributeurs puis qui ont vraiment le gros monopole. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, confusion des genres, les chroniqueurs sont devenus les journalistes parce que c'est vos vedettes. Ça fonctionne pas. Je pense que c'est sûr qu'on perd les gens, on perd la confiance des gens en cours de route. Fait qu'il y a tout ça, je pense, cette remise en question. T'sais, on ne va pas juste se victimiser puis dire « crise des médias, pauvre nous, vous ne nous soutenez pas ». Je pense que c'est dans les deux sens. On a les médias qu'on mérite, puis en même temps, ben c'est une question de nous aussi se remettre en question puis voir qu'est-ce qu'on fait, qu'on pourrait améliorer, je pense, dans les médias, finalement. Oui, mais je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as deux facteurs qui sont à retenir. C'est que oui, l'IA, on ne peut pas l'éviter, elle est là, elle est présente. Puis bon, un chat GPT peut faire un travail, tu sais, comme, je sais pas, tu donnes un exemple, quelqu'un qui voulait chercher un voyage avant pour aller à Hawaï. Il passait par son agent de voyage qui appelait la compagnie aérienne, qui appelait l'hôtel, qui appelait la portion terrestre. Tout le travail était, comme je te dis, de bras manuels. Maintenant, tu vas sur ChatGPT, tu dis, bon, on est une famille avec 2 enfants, adolescents, il y en a un qui est sportif, il y en a un qui est culturel. On veut aller à Hawaï, 2 semaines, fais-moi un trajet en sachant tout ce qu'on veut, puis on cherche un hôtel tel. Puis mes goûts sont, j'aime la cuisine XYZ, whatever. Et ils vont te sortir carrément ton itinéraire pour une semaine avec qui tu vas partir, ben, pas la compagnie, mais il va dire, tu as un vol qui est direct de Montréal ou tu as un vol via Toronto, whatever. Et tu vas avoir après ça ton choix d'hôtel, ton choix d'activité, comment tu dois te rendre à telle activité. Puis ça, c'est en l'espace de 10 secondes que tu vas avoir cette information-là. Wow. Donc, est-ce qu'on peut avoir, je sautais encore sur l'agence de voyage, mais tu as encore des agences de voyage qui fonctionnent très bien. Parce qu'ils ont un Chloé-Anne qui est allé, qui a fait le tour de l'Australie avec son sac à dos, puis qui a loué un Jeep, puis qui est allé faire des activités, puis qu'elle a reconnu les endroits qu'elle voulait éventuellement proposer à ses clients ou quoi que ce soit. Et elle a le même goût que moi, Chloé-Anne. Donc, j'ai un voyage à faire, je lui fais confiance. Donc, c'est toute cette valeur ajoutée-là de l'humain qui, je pense que on s'est évaporé peut-être un peu avec toute l'évolution de la technologie. Puis là, il faut se retrouver puis de dire, bon, OK, la machine peut faire un travail de bras, mais tout ce qui est l'humain, puis le sentiment, puis le feeling, puis la compatibilité entre les humains. Puis je pense que ça, c'est ce qui est le plus important dans ce qu'on va aller chercher. Je crois que les gens vont toujours chercher ça. Donc, on a ça qui nous sauve un peu quelque part, je crois. Prenez ce que vous pouvez prendre de ces outils-là, mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, puis ce qui fait qu'on continue ce qu'on fait, là, cette plus-value, l'intention est importante encore. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est pas tout noir, il faut relativiser. Non.